Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Pia, je suis intervenant, formateur et j'ai écrit le guide de survie de la personne autiste. Je suis moi-même diagnostiqué Asperger et j'avais envie de parler de quelque chose qui est très important et que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article de Jean Vinceau sur l'ABA. C'est la dépendance guidance. Alors déjà, je voudrais expliquer ce que c'est qu'une guidance. Une guidance, on va dire, c'est quelque chose qu'on rajoute pour réussir un apprentissage. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. On va par exemple prendre la main de l'enfant pour lui dire montre-moi cette tasse, et on va prendre la main et on va lui faire pointer sur la tasse. Et peu à peu, l'idée c'est qu'on va estomper cette guidance, c'est-à-dire qu'on va espérer, on va réduire soit la guidance, par exemple simplement en lui pointant nous-mêmes pour qu'il repointe, puis peu à peu en ne faisant rien pour qu'il le fasse en autonomie. Sauf que voilà, dans pas mal de cas, on se retrouve avec une dépendance aux guidances parce que personne n'estompe la guidance. Et ça, je dirais, je ne sais pas si c'est qu'un problème d'ABA. Ça peut être aussi un problème globalement sociétal. Je pense par exemple à l'école. À l'école, l'AESH souvent va donner des guidances, mais va rarement aller dans l'estompage. D'abord, je ne cherche pas du tout à critiquer les AESH, c'est d'abord, elles ne sont pas formées à ça, donc elles ne peuvent pas apprendre comment on estompe sans avoir une formation. Et deuxièmement, la société finalement est un peu dans cette idée de fatalisme vis-à-vis de l'autonomie. Alors, il est vrai qu'on peut se poser parfois la question, est-ce que je dois estomper une guidance, hein? Par exemple, vous êtes une personne typique qui me regarde aujourd'hui. Si je vous retire votre agenda, si je vous retire votre GPS et votre montre, à mon avis, vous êtes perdu au niveau spatial et temporel. Donc on pourrait se dire, oui, voilà, une structuration spatiale et temporelle, c'est une guidance qui peut être acceptable. Oui, c'est une guidance qui peut être acceptable. Mais le problème, par exemple, c'est que vous allez devoir mettre cette guidance partout. Imaginons par exemple que vous avez une guidance de type l'enfant ou l'adulte, comment il doit se laver, il doit commencer par telle partie du corps, puis telle autre, puis telle autre. Vous avez un schéma que vous avez collé dans votre salle de bain. C'est très bien. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si on va la retirer. C'est une vraie question. C'est pas une question qui est très simple. Mais il faut se dire que si on ne la retire pas, ça veut dire que quand il ira à l'hôtel, quand il ira quelque part, il faudra qu'il ait cette structuration aussi. Donc c'est vraiment des questions qui se posent et qui peuvent se poser sur des choses qui sont naturelles. En fait, dans l'autisme comme dans tout le reste, on pense souvent outil en se disant que l'outil pallie l'autonomie. C'est-à-dire que la personne a une hypersensorialité auditive, on lui pose son casque anti-bruit sans autre réflexion. Et je pense que c'est peut-être que le problème se situe plus dans la démarche. Quand on va poser une guidance, on va devoir réfléchir est-ce qu'elle sera estompée et quand et comment. C'est ça. On ne pose pas une guidance comme ça parce que on fait réussir la tâche artificiellement. C'est aussi vrai pour les renforçateurs. Je suis désolé, mais on va pas à 20 ans applaudir un adulte parce qu'il a réussi à se laver les mains. Ça n'a aucun sens. On va pas non plus lui faire au bout de 5 fois qu'il se lave les mains, on va lui donner un bonbon. Là, pour le coup, c'est carrément du dressage. Finalement, ça n'a pas à voir avec la BA, ça a à voir avec des gens qui comprennent, qui veulent vraiment ne pas réfléchir à comment on va renforcer naturellement, comment on va faire que ça soit naturel pour la personne d'aller se laver les mains. Donc voilà. Et cette dépendance aux guidances, effectivement, elle existe dans la BA, mais elle existe aussi dans toute la structure. Et on se retrouve parfois dans toutes les structures. Et on se retrouve parfois avec des adultes qui, à l'âge de 25 ans, vont devoir avoir l'aval de l'éducateur, enfin de l'intervenant qui est présent, pour retirer une chaussette, puis pour retirer l'autre, puis pour retirer le pantalon, puis pour retirer, etc. Et on va avoir, alors que la personne sait le faire et sait l'enchaîner, mais comme personne n'a jamais pensé à retirer cette guidance, et bien du coup, elle est fixée à vie. D'un autre côté, il faut se poser la question inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va parler des AESH, aujourd'hui, le rectorat va d'un coup passer d'une ESH individuelle à une ESH mutualisée.
Ça, c'est pas de l'estompage, c'est de la camelote. Rien n'a été préparé, on met l'enfant en difficulté, et puis pour l'exclure à terme. Donc ça, non, ça, c'est pas de l'estompage. Hein. Je voudrais pas qu'on comprenne mal. Certaines adaptations peuvent être posées définitivement. Après tout, je veux dire, aujourd'hui, moi, je vois pas de problème à ce qu'un enfant écrive à l'ordinateur, puisque aujourd'hui, j'utilise quasiment jamais mon stylo. Et je pense que ceux qui me regardent n'utilisent jamais leur stylo. Donc, si vraiment l'école s'est préparée à la citoyenneté, je vois pas pourquoi on en est encore à avoir à négocier pour avoir un ordinateur. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais aborder. J'espère que je l'ai abordé, alors pas exhaustivement, mais justement, je voudrais pouvoir permettre que les gens puissent me regarder sans se dire ah ça dure 1 heure et du coup je ne vais pas regarder parce que je pense que ce sujet est très important et que tout intervenant devrait se poser la question, qu'il soit parent. Hein, désolé, les parents sont des intervenants, alors certes des intervenants particuliers, mais des intervenants quand même, qu'il soit AESH, qu'elle soit ou qu'il soit AESH, qu'il soit intervenant comme moi ou qu'il soit simplement aidant, pas forcément parent. Merci de m'avoir suivi.